Alors si on en arrive maintenant à la troisième partie, les clés du succès du marketing automation en B2C et B2C, la première question c'est évidemment de s'outiller. Donc comment on va s'y prendre? On va évidemment choisir un outil. Puis avec toute l'introduction que je vous ai faite sur la technologie qui était mature et les innovations, évidemment il y a plein d'outils qui existent. Donc vous avez les mastodontes, d'accord? Ça, c'est les solutions pour les très grosses entreprises ou ceux qui ont des moyens très très larges, voire des puits sans fond pour certains d'entre eux, hein, qui coûtent une fortune. Ensuite, vous avez des pure players, puisque là, les mastodontes, eux, ils font beaucoup de choses au-delà du marketing automation. Hein. Il y a beaucoup, ce sont des plateformes globales de diffusion marketing. Puis ensuite, on a des pure players, dont deux français, Webmécanique, dont on est partenaire, Pledzi, LeadFox qui est canadien. Donc voilà, ça c'est des pure players, c'est des solutions assez simples, prêtes à l'emploi, à des tarifs accessibles à des PME et qui permettent de déjà faire énormément de choses en marketing automation. Si on prend ce type de solution et ce type de solution au-dessus, on peut faire le parallèle avec un Excel. Excel est utilisé à 10 à 20% dans les entreprises de son potentiel. Ici, si on fait le parallèle, un Marketo dans une entreprise, c'est utilisé à 10% de ce que ça peut faire. En revanche, dès que vous prenez un Webmécanique, un Pledzi, un LeadFox, un Actito, bon, là vous allez l'utiliser entre 60 et 80% de son potentiel. Parce que les fonctionnalités sont recentrées sur ce qui est nécessaire en marketing automation, elles sont hyper accessibles et on peut faire de très belles choses très rapidement. Et puis vous avez évidemment tous les routeurs historiques, hein, les Mailchimp, Sendinblue, Sarbacane, qui sont les routeurs email, hein, qui étaient des éditeurs d'email et puis ensuite qui s'occupaient du routage, qui se sont mis à rajouter des briques d'automatisation, donc des moteurs de règles plus ou moins accessibles à tout un chacun et avec plus ou moins de succès. Donc nous, on a pas mal de clients qu'on accompagne sur toutes les stratégies de marketing automation. Tous nos clients sont les éditeurs de logiciels, comme je le disais. Nous, on a choisi d'être partenaire Webmécanique, qui est une solution que je trouve très très bien pensée. C'est une solution open source. Hein. Webmécanique est une société française qui fournit tout un service autour de la solution open source. Et la solution open source s'appelle Mautic. C'est la première solution open source de marketing automation dans le monde. Donc elle est gratuite. Hein. Si vous l'hébergez chez vous, hein, vous pouvez télécharger Mautic et l'installer sur vos propres serveurs. Mais Webmécanique fournit tout un support et une intégration avec le routeur Mailjet, ce qui n'est pas inutile en soi pour être sûr qu'on arrive en boîte de réception et pas dans les spams, ce qui est quand même en B2B un enjeu essentiel. Et donc, quand on s'intéresse à l'outil et qu'on réfléchit à sa stratégie de marketing automation, il y a plusieurs facteurs clés de succès qui vont être indispensables à garder en tête. La première chose, c'est la base de données. Donc, il va falloir, on part rarement de zéro dans une entreprise, donc il va falloir récupérer les données que vous avez déjà, les organiser. Hein. Vous pouvez avoir déjà une CRM, un fichier Excel, des contacts dans les boîtes mail des commerciaux, des choses comme ça. Et lister les informations importantes à collecter que vous allez mettre dans votre référentiel. Ensuite, la deuxième étape, et on va voir que c'est absolument fondamental, c'est de recenser tous les contenus que vous avez à votre disposition sur le site. Une actualité, un article de blog, un petit guide à télécharger, un témoignage d'un client sur l'utilisation de vos produits ou de vos services. Et là, ce qui va être important, c'est de les cartographier, identifier ceux que vous allez laisser en libre service, ceux qui sont pas super experts, pas super premium, ou ceux qui, au contraire, délivrent une bonne image de vous rapidement. Voilà, ceux-là, vous allez les laisser en accès libre. En revanche, le guide pratique pour faire quelque chose ou pour mieux piloter la finance d'entreprise ou des choses comme ça, celui-là, vous allez le mettre en téléchargement contre un formulaire. Et vous allez commencer à catégoriser vos contenus, et ça, c'est hyper important pour la suite. Ça évite les quiproquos de demander à quelqu'un dans un scénario de remplir un formulaire pour accéder à quelque chose alors qu'il est librement accessible de l'autre côté. Ensuite, il faudra paramétrer dans l'outil les formulaires, et le gros avantage, c'est qu'aujourd'hui, les outils sont assez intuitifs et assez simples, merci au digital et au web, et donc vous pourrez faire ce qu'on appelle des formulaires progressifs. Donc même si vous avez considéré, vous, que pour bien qualifier un contact, il faut répondre à 8 questions, vous n'êtes absolument pas obligé, évidemment, de demander la réponse aux 8 questions dès le départ. Mieux vaut démarrer avec nom, prénom, email, par exemple,
voire juste email pour une newsletter. Et puis progressivement, si la personne va continuer à interagir avec vous, à ce moment-là, lui poser des questions, en disant ben, cette personne, on connaît déjà son email, elle vient de cliquer dans l'email, donc je connais déjà son email. Dans ce cas, je vais lui demander des champs complémentaires. Avez-vous un projet? Dans quel secteur travaillez-vous, etc. Et puis, enfin, il faudra bien réfléchir selon les canaux de communication au message. Hein. Et c'est ce que je disais, il faut mieux passer du temps à concevoir et réfléchir qu'à paramétrer. Vous passerez peu de temps à paramétrer, les outils sont suffisamment intuitifs pour ça. Il vaut mieux concevoir, conceptualiser en amont, décrire le parcours que doit suivre un prospect qui vous intéresse, et après seulement de le paramétrer dans l'outil. C'est dans ce sens-là que c'est important. Et les scénarios seront très importants, et nous, le conseil clé qu'on vous donne, c'est quand même de faire simple et pragmatique. Si vous cherchez des scénarios évolués dès le départ de comportement, vous risquez plutôt de construire ce qu'on appelle une usine à gaz, et de ne pas maîtriser le parcours d'un prospect. Autrement dit, la personne, elle pourrait recevoir un mail à 11h sur un sujet, mais à 12h sur un autre sujet, parce qu'elle est dans 2 scénarios en parallèle. Donc, en faisant simple et pragmatique et en gardant bien la vision d'ensemble et les objectifs à atteindre, c'est comme ça qu'on arrive à faire vivre des expériences clients qui sont positives et qui arrivent à marquer les esprits de manière positive. Et l'exemple le plus frappant qui est utilisé en marketing automation en B2C, c'est évidemment le panier non validé. Hein. Donc là, c'est une des premières choses que les marketeurs font quand ils s'adressent aux consommateurs. C'est dès lors que la personne rentre dans la validation d'un panier, la première chose qu'on lui demande, c'est soit de se connecter, soit de s'inscrire. Et les plus malins, ils posent juste une question au début, c'est l'email. Et ils ne demandent pas dès la première page d'inscription nom, prénom, adresse, etc., etc., etc. Ils vont juste demander l'email. Pourquoi ? Parce que il suffit qu'on soit en B2C, il suffit qu'on soit dérangé. On est chez soi dans son canapé. Il suffit qu'on soit dérangé, qu'on passe à autre chose, etc. Que c'était un achat compulsif ou en tout cas pas de nécessité absolue et on abandonne le panier. Auquel cas les scénarios se déclenchent. H+4, on reçoit un premier email. Vous n'avez pas validé votre commande, est-ce que vous avez rencontré un problème? Nos équipes sont là pour vous assister, etc. On peut même déclencher dès le départ une remise en disant vous n'avez pas validé votre panier, vous allez perdre, etc. Et là, vous voyez, un scénario J+2, le moteur va vérifier si vous avez passé une commande, et sachant que potentiellement vous êtes catalogué comme consommateur volatile, instable, ou en tout cas qui a failli pas être client, tout de suite vous pouvez envoyer un email avec un bienvenue, un bon d'achat, etc. De la même manière, si malgré l'email panier abandonné H+4, 2 jours après, on reçoit des fois, votre panier est toujours disponible. Vos articles sont toujours prêts pour être expédiés dès que vous validerez votre commande. Et là, hop, 10% de remise sur votre commande, dernière chance. Bon, ça c'est les codes de communication du B2C, hein. On peut apprécier ou pas, mais en tout cas c'est comme ça. Donc ça c'est les scénarios classiques qu'une personne qui est en e-commerce va mettre en œuvre en B2C. En B2B, on s'adresse à des décideurs, des gens qui bossent toute la journée, qui quand ils bossent ne s'attendent pas à recevoir un email de votre part forcément à ce moment-là, etc. Donc nous, le point de départ en marketing automation en B2B, c'est de commencer super simple. Pourquoi ? Parce qu'on verra à la fin dans les dernières recommandations que l'approche test and learn et amélioration continue, elle est fondamentale en marketing B2B. Il faut y aller progressivement. Donc, le scénario le plus simple en B2B pour commencer, c'est, je sais pas, j'ai le guide pratique pour améliorer le pilotage financier, le guide pratique de la dématérialisation du bulletin de paye dans les entreprises, comment construire une synergie avec son expert comptable en vue de la dématérialisation des factures en 2024. Voilà, vous pouvez faire des petits guides pratiques. La personne en a téléchargé, la personne n'a rien téléchargé. Ici, vous envoyez un email de promotion de votre contenu. Et puis à J+7, vous regardez ceux qu'on téléchargé, ceux qui n'ont pas téléchargé. Ceux qui n'ont pas téléchargé, vous les relancez, vous leur reproposez le contenu. En revanche, ceux qui ont téléchargé, ben dans ce cas-là, vous pouvez redéplacer, vous dire tiens, à J+15, je vais leur envoyer un deuxième contenu s'ils ne l'ont pas déjà téléchargé. Toujours pareil, vous vérifiez avant d'envoyer un email si vous allez proposer le service A, que la personne n'a pas déjà souscrit au service A. Si vous proposez le contenu A, vous vérifiez juste avant de l'envoyer qu'elle n'a pas téléchargé le contenu A. Donc évidemment, si je dis ça,
vous comprenez que le contenu, tous les contenus que vous aurez sur votre site web ou que vous pouvez proposer en téléchargement, c'est évidemment le carburant du moteur, quoi. Pour faire du nurturing, donc de l'élevage en français de leads, c'est le contenu qui va pouvoir fournir le carburant pour que le moteur du marketing automation tourne. Et donc, c'est là où je reviens sur un point que j'avais évoqué. Les contenus, vous devez faire attention à quelle intention, à quelle problématique ils répondent. Si vous êtes sur des contenus informatifs, où vous partagez juste un point de vue, des choses comme ça, ce sont des contenus que vous partagerez en amont dans les scénarios. Lorsque vous venez d'acquérir l'email, lorsque vous venez d'enregistrer l'email, à ce moment-là, vous ne connaissez pas trop la personne, c'est les contenus les plus génériques, les plus informatifs. Mais dès lors que vous sentez que la personne, elle va voir vos pages produits et qu'elle revient sur des sujets, dans ce cas-là, vous enregistrez la personne. On verra que nous, en B2B, c'est ce qu'on appelle le système de scoring. Donc, on va donner des points en fonction du comportement de la personne, elle va gagner des points et elle va avancer dans les différents scénarios. Et donc, lorsque son besoin se précise, là, à ce moment-là, il va falloir plutôt proposer des comparatifs, les secrets des entreprises qui performent sur ce sujet ou qui surperforment sur ce sujet, ou les 5 critères de choix essentiels avant de prendre votre décision. Vous allez envoyer ce type de contenu et qui vont vous permettre d'amener la personne à la dernière étape du scénario pour qu'elle devienne client ou que vous transmettiez la fiche contact à un commercial en lui adressant des communications avec des contenus qui vont être centrés sur la sécurisation de son choix. Et à ce moment-là, on peut imaginer des scénarios plus complexes. Et donc là, on le schématise, mais dans les outils, ça se construit exactement de cette manière-là, hein. Vous créez des éléments, vous les déplacez, vous les réorientez, vous tirez des flèches, etc. Et donc, en fonction du comportement des personnes, des contenus qu'elles ont téléchargés ou non, vous pouvez faire des branches. Ici, si elle a téléchargé un contenu, on saute dans une autre branche. Si ici, elle a téléchargé un contenu, on saute dans une autre campagne. Tout ça, vous allez pouvoir bien l'organiser. Mais vous voyez que si jamais des scénarios comme ça, vous en avez 3, 4, 5, 10, 15, si vous ne l'avez pas conceptualisé en amont et si vous ne l'avez pas fait de manière progressive, vous n'aurez aucun moyen de garder le contrôle. Donc c'est ce que je voulais dire qui était essentiel, c'est que soit vous prenez le temps de bien réfléchir au contact, comment vous voulez les amener progressivement, de conceptualiser les scénarios et vous les mettez en place de manière progressive, soit sinon, le risque c'est l'imbroglio total et vous ne savez absolument pas où se trouve la personne, combien de mails elle reçoit. Là, j'ai pris un exemple d'un client sur une période de 2 ans. En fait, on a réussi avec une stratégie de demand generation et de marketing automation à faire progresser le trafic sur le site de 150%. Le nombre d'abonnés à la page entreprise LinkedIn multiplié par 4, le nombre de demandes de contacts sur le site multiplié par 7, le nombre de demandes de démo multiplié par 4, et le téléchargement des ressources, avec évidemment un rythme de publication de nouvelles ressources, guides pratiques, de choses comme ça en B2B, qui était important, x 8 sur les téléchargements de ressources. Et cette société a créé des webinars, et aujourd'hui, dans les webinars qu'ils organisent, 95% des inscrits au webinar proviennent de leur base de marketing automation. Donc grâce au push ou au scénario automatisé. Et ça, pour les marketeurs, c'est la répartition des canaux d'acquisition de toute la base prospect de cette société. Et donc là, les marketeurs les plus aguerris verront tout de suite quelque chose, c'est qu'il n'y a pas de dépendance, entre guillemets, hein. Il y en a quand même un qui est conséquent, qui est le SEO, là, au niveau acquisition, mais il n'y a pas de dépendance à un canal en particulier d'acquisition. Beaucoup de startups, par exemple, mettent de l'argent dans Google Ads pour tout de suite apparaître en haut de Google dans les résultats de recherche. Le problème, c'est que le jour où elles coupent le robinet des dépenses, du jour au lendemain, elles n'ont plus rien. Plus de trafic, plus rien. Là, on voit bien qu'on est sur quelque chose de très équilibré, où en fait, même s'il y a 1 ou 2 canaux qui se dégradent, sauf le SEO qui est prépondérant, la société sera moins impactée. Elle n'a pas 95% de son trafic qui est lié à un canal et notamment payant. Donc pour conclure sur cette partie mise en œuvre, les 3 conseils qu'on peut retenir pour déployer le marketing automation avec succès et avoir des expériences clients réussies. La première chose, c'est d'avoir une démarche itérative. Pour moi, le marketing automation, ça rime vraiment avec amélioration continue. Il est important de faire du test and learn. En revanche,
petit retour d'expérience partagé, il n'y a pas la place pour moi pour l'improvisation et l'opportunisme à excès. Hein, c'est-à-dire que le directeur qui sort de réunion en disant j'ai une idée géniale, on va faire ça, on va tout changer, on fait ça. En marketing automation, c'est la première étape vers la catastrophe au niveau de l'expérience client. Hein, il faut faire du test and learn, mais il faut le faire de manière réfléchie. Il faut y aller progressivement, et c'est ce que je dis là, de bien définir les enjeux, les objectifs au départ du projet de marketing automation et de s'en rappeler en cours de route. Hein, de ne pas juste les avoir mis dans le slide numéro 1 de la presse pour justifier l'investissement dans l'outil de marketing automation et ensuite plus s'en rappeler. Il faut vraiment garder en tête où est-ce qu'on veut aller, les enjeux, les objectifs. Et puis capitaliser sur le système de scoring. Le fait que les gens interagissent, ouvrent un email, ils peuvent gagner des points, vont lire un article de blog, ils peuvent gagner des points, lisent un témoignage client, ils peuvent gagner plus de points, téléchargent un guide pratique, ils peuvent gagner encore plus de points, font une demande de démo, peuvent gagner énormément de points. Eh bien ça, au fur et à mesure, quand vous capitalisez sur un système de scoring qui est bien conçu, ça aide beaucoup les marketeurs à avoir de la visibilité sur la performance du marketing automation. Parce qu'ils vont voir combien de contacts sont avec tel niveau de maturité, avec tel niveau de points, l'évolution du nombre de points des contacts, tout ça pourra s'analyser. Et donc ça, c'est essentiel. Deuxième conseil que nous on donne, c'est de se faire accompagner par des sachants. Parce que les outils sont tellement accessibles, sont tellement simples. Hein. Les exemples que j'ai pris au début montrent bien aujourd'hui le côté simple, accessible des outils. Si vous ne faites pas accompagner par des gens qui ont des retours d'expérience dans votre secteur d'activité, en fait, le risque, c'est que vous partiez sur un a priori, une idée préconçue que vous avez, et que vous dérouliez tout un process de marketing automation là-dessus, alors que si vous vous faites accompagner par des sachants, il y aura deux effets positifs, c'est qu'eux, ils ont déjà probablement déployé des scénarios de marketing automation proches de ce que vous voulez faire, et en plus, si c'est des gens sympas, ils partageront leurs compétences pour vous faire gagner en autonomie. Et enfin, le marketing automation, la dernière recommandation, c'est de mesurer les résultats. C'est-à-dire que si vous créez quelque chose, si vous créez un moteur, que vous le mettez en place, puis que vous le laissez tourner sans analyser les résultats, il n'y aura pas de démarche itérative, donc vous n'allez pas améliorer l'intelligence des scénarios au fur et à mesure, vous n'allez pas réfléchir à des nouveaux scénarios, vous n'allez pas constater qu'il y a des données qui ne sont pas remplies ou des formulaires qui ne sont pas remplis parce que vous posez une question qui est peut-être trop indiscrète, etc., et que les gens n'ont pas envie à laquelle les gens n'ont pas envie de répondre. Donc voilà, mesurer les résultats, suivre les contenus qui convertissent le mieux et ça vous permettra de capitaliser sur ce qui a du sens, là où vous avez les meilleurs parcours. Par exemple, vous verrez en mesurant les résultats que le meilleur parcours, c'est les gens qui arrivent par les articles de blog. Donc, on tapait des mots-clés dans Google, ils arrivent par des articles de blog. Ensuite, qui convertissent avec un premier guide pratique, comme je le disais, sur l'échéance 2024, dématérialisation des factures fournisseurs. Et ensuite, ils consultent des témoignages clients parce qu'ils veulent des retours d'expérience. Et ensuite, ils font une demande de contact. Bon, ben voilà. Si ça, vous êtes capable d'analyser ces parcours, de bien y réfléchir, ça va vous montrer sur quoi vous devez mettre l'accent dans vos campagnes marketing, dans vos efforts marketing. Et en ça, je trouve que le marketing automation tire les marketeurs aussi vers le haut dans le choix des campagnes, le choix des contenus et le choix de ce qu'ils font.